on continue avec le Rambam. C'est faire Misvot, donc au moment positif, le 28 Kislev 5786, comme moment positif numéro 244. C'est comment qui nous a été enjoint à propos de l'emprunteur Shoel. Selon le verset, si quelqu'un emprunte à un autre, les règles relatives à cette loi ont déjà été expliquées dans le chapitre 8 de Baba Metzia et dans le chapitre 8 de Shavuot. 3 Prakim. Alors, 28 Kislev 5786, c'est faire Mishpatim, loi relative au commoda et au dépôt, chapitre 3. Lorsqu'une vache est empruntée, si le prêteur l'envoie par l'intermédiaire de son fils, de son mandataire ou de son esclave, ou même par l'intermédiaire du fils, de l'esclave ou du mandataire de l'emprunteur, et que la vache meurt avant d'entrer dans le domaine de ce dernier, il est quitte. Mais si l'emprunteur a dit au prêteur, envoie-la moi par l'intermédiaire de mon fils, par l'intermédiaire de mon esclave, par l'intermédiaire de mon mandataire, par l'intermédiaire de ton esclave hébreu, ou par l'intermédiaire de ton mandataire. Ou bien, si le prêteur lui a dit, je vais l'envoyer par l'intermédiaire de ton fils, par l'intermédiaire de ton esclave, par l'intermédiaire de ton mandataire, par l'intermédiaire de ton fils, par l'intermédiaire de mon esclave hébreu, par l'intermédiaire de mon mandataire, et que l'emprunteur lui ait répondu, envoie, et que le prêteur la lui envoie comme convenu et qu'elle meure en route. L'emprunteur a l'obligation de payer. Si le prêteur lui envoie par l'intermédiaire de son esclave cananéen, bien que l'emprunteur lui ait dit, envoie en cas de mort de la vache en route, l'emprunteur est quitte, car la main de l'esclave cananéen est assimilée à celle de son maître, et par conséquent l'animal n'a pas quitté le domaine du prêteur. Si l'emprunteur dit au propriétaire frappe l'animal avec un bâton et il viendra de lui-même, et que le prêteur agisse ainsi, l'emprunteur n'en a pas la responsabilité avant que l'animal n'entre dans son domaine. Mais si l'animal meurt en chemin, il est quitte. Et de même, lorsque l'emprunteur restitue l'animal au propriétaire, s'il le lui envoie par l'intermédiaire d'un tiers et que l'animal meurt en route avant d'atteindre le domaine du prêteur, l'emprunteur est tenu de payer car l'animal est encore sous sa responsabilité. Mais s'il envoie par l'intermédiaire d'un tiers avec le consentement du propriétaire et que l'animal meurt en route, il est quitte. S'il l'envoie par l'intermédiaire de son esclave cananéen, bien que le prêteur lui ait dit « envoie » en cas de mort de l'animal en route, l'emprunteur est tenu de payer. Car la main d'un esclave cananéen est considérée comme celle de son maître, et par conséquent, l'animal n'a pas quitté la main, c'est-à-dire le domaine de l'emprunteur. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas où l'emprunteur restitue l'animal au cours, c'est-à-dire avant le terme de l'emprunt. Mais s'il le restitue après le terme de l'emprunt, il est quitte si l'animal meurt en route. Car après le terme de l'emprunt, l'animal n'a plus le statut de chose empruntée et l'emprunteur est considéré comme un gardien rémunéré. C'est pourquoi, si l'animal est capturé ou s'il meurt après le terme de l'emprunt, l'emprunteur est quitte. Et il en est de même pour tout cas semblable. Concernant celui qui a emprunté une vache, l'emprunteur pour la moitié de la journée et la louant pour l'autre moitié, ou bien l'empruntant pour un jour et la louant pour le suivant. Et la vache est morte. Ou encore, qui a emprunté une vache et l'a louée à un autre. Et l'une d'elles est morte, soit les cas de figure suivants. Le prêteur affirme selon le cas, c'est la vache empruntée qui est morte. Ou c'est le jour où elle était empruntée qu'elle est morte. Ou c'est au moment où elle était empruntée qu'elle est morte. Et l'emprunteur déclare, je ne sais pas. B. L'emprunteur déclare selon le cas, c'est la vache louée qui est morte. Ou c'est le jour où elle était louée qu'elle est morte. Ou c'est au moment où elle était louée qu'elle est morte. Et le prêteur déclare, je ne sais pas. C'est l'un et l'autre affirme ne pas savoir. Dans ces trois cas de figure, on applique la règle. Qui retire quelque chose à un autre, c'est à lui qu'il incombe d'apporter la preuve que cela lui est dû. À défaut de preuve, le locataire prêtera serment que c'est la vache louée qui est morte, ou il prêtera serment qu'il ne sait pas, et il sera quitte. Si l'un des propriétaires affirme que c'est la vache empruntée qui est morte, et l'autre, l'emprunteur locataire, affirme que c'est la vache louée, ce dernier prêtera serment que la vache louée est morte naturellement comme il le prétend, et inclura par extension dans son serment que c'est effectivement la vache louée qui est morte. Soit le cas d'une personne ayant emprunté deux vaches, en les empruntant la moitié de la journée et en les louant l'autre moitié et les deux meurent.
Le prêteur déclare « Elles sont mortes au moment où elles étaient empruntées ». Et l'emprunteur répond « L'une est morte au moment où elles étaient empruntées et l'autre, j'ignore quand elle est morte ». Dans un tel cas, puisque l'emprunteur ne peut pas prêter serment étant donné qu'il affirme ne pas savoir, il doit prêter les deux. Et de même, s'il lui a confié 3 vaches, 2 étant empruntées et une étant louée, et 2 des vaches meurent, et que le prêteur déclare « Ce sont les 2 vaches empruntées qui sont mortes ». Et l'emprunteur répond « Il est certain qu'une vache empruntée est morte. Mais la seconde vache qui est morte, je ne sais pas si c'est l'autre vache empruntée ou la vache louée. » Étant donné que l'emprunteur ne peut pas prêter serment puisqu'il affirme ne pas savoir, il doit payer les deux. Et dans les lois relatives aux réclamations, on expliquera cette loi ainsi que les cas similaires concernant tous les défendeurs qui ne peuvent pas prêter serment, dans quelles circonstances et pour quelles raisons ils payent. Sefer Mishpatim, loi relative au commodat et au dépôt, chapitre 4. Quand une chose mise en dépôt gracieusement est dérobée ou perdue, le dépositaire prête serment et quitte, ainsi qu'il est dit, Exode 22, 6 à 7, et que cela soit dérobé de la maison de cet homme, etc. Le maître de la maison viendra jurer au tribunal s'il n'a point porté la main sur la chose d'autrui. Et par extension, il inclut dans ce serment A, qui n'a pas été négligent et a gardé la chose comme huissier au gardien, et B, qui n'a pas porté la main sur la chose avant qu'elle ne soit volée, car si la chose déposée est volée après que le dépositaire a porté la main dessus, il en a la responsabilité. Puisque l'Écriture a exempté le gardien bénévole en cas de vol, a fortiori est-il exempt dans un vrai cas de force majeure? Par exemple, si l'animal déposé se brise un membre, est capturé ou meurt, à condition qu'il n'ait pas porté la main sur la chose déposée. Mais s'il a porté la main dessus, il est tenu de payer même en cas de force majeure. Que signifie garder la chose comme huissier au gardien? Tout dépend de la chose déposée. Certaines choses, comme les poutres et les pierres, sont d'ordinaire gardées en étant posées dans la loge d'entrée d'une cour, bien que tout le monde passe par celle-ci. D'autres sont d'ordinaire gardées en étant posées dans la cour, comme les grandes bottes de lin et ce qui est semblable. D'autres encore sont normalement gardées en étant posées dans la maison comme une tunique ou un châle. Et d'autres, enfin, l'usage est de les garder en les posant dans une caisse ou une armoire fermée à clé, comme les vêtements en soie, les ustensiles en argent ou en or, ou ce qui est semblable. Si le gardien met la chose déposée à un endroit non approprié pour elle, et qu'elle soit volée ou perdue, mais si elle est l'objet d'un cas de force majeure, par exemple si un incendie se déclare et brûle toute la maison, le gardien est considéré comme négligent et est tenu de payer. Cela s'applique même s'il a mis la chose déposée avec ses propres effets. Si l'endroit est approprié pour la garde d'une telle chose, l'emprunteur est quitte. Mais si l'endroit n'est pas approprié pour la garde d'une telle chose, il en est tenu pour responsable. En effet, ses propres effets, il a le droit de ne pas les garder convenablement, mais il n'a pas le droit de ne pas garder convenablement ce qui appartient à autrui. Les pièces d'argent et les dinars d'or ne peuvent être gardées qu'en étant enfouis dans le sol, recouverts d'un téfa de terre ou cachés dans un mur dans le téfa proche de la charpente. Mais il ne faut pas les placer au milieu du mur, de crainte que des voleurs n'explorent à cet endroit et qu'ils ne soient volés. Même s'ils les enferment convenablement dans une caisse ou les cachent dans un endroit que personne ne connaît et ne soupçonne en cas de vol, il est considéré comme négligent et doit payer. Certains décisionnaires avisés ont donné comme directive que cette loi s'applique également pour toute chose légère qui n'est pas abîmée rapidement dans le sol, comme les lingots d'argent, et inutile de dire les lingots d'or, et les pierres précieuses. Ceux-ci ne peuvent être gardés que dans le sol. Je penche également pour cet avis. Celui qui se voit confier de l'argent en dépôt, la veille de Shabbat, au crépuscule, n'est pas tenu de se donner la peine de l'enterrer jusqu'à l'issue du Shabbat. Mais s'il tarde à l'issue du Shabbat pour enterrer l'argent, et que cet argent soit volé ou disparaisse par force majeure, il est tenu de payer. Mais si le déposant est un érudit, le dépositaire n'est tenu de payer en cas de vol que s'il tarde pour enfuir l'argent après que le déposant a procédé à l'adbala. Si un homme reçoit en route de l'argent en dépôt et amené chez lui, ou si de l'argent est envoyé par son intermédiaire d'un endroit à un autre, il faudra que l'argent soit enveloppé dans un tissu fermé tenu dans ses mains ou attaché convenablement contre son ventre face à lui jusqu'à ce qu'il parvienne à sa maison et l'enterre convenablement. Et s'il n'attache pas l'argent de cette façon, quand même l'argent serait l'objet d'un cas de force majeure, il devra payer car cela a débuté par une négligence de sa part. Une fois, un homme mit en dépôt des pièces d'argent chez un autre, et celui-ci les posa dans une cloison faite
de roseaux cachés dans l'épaisseur de la cloison, et elles furent dérobées. Les sages statuèrent, bien que cela soit une protection convenable au regard du vol, cela n'est pas une protection convenable contre le feu. Et puisque le dépositaire n'a pas enfoui les pièces dans le sol ou dans le mur d'un édifice, il est considéré comme négligent, et quiconque commet une négligence au départ est tenu pour responsable, même s'il survient finalement à un cas de force majeure, et il en va de même pour tout cas semblable. Celui qui a confié un objet à un autre, qu'il s'agisse d'ustensiles ou de pièces, et qui lui dit « Donne-moi mon objet ». Si le gardien lui répond « Je ne sais plus où j'ai posé cet objet ou je ne sais plus à quel endroit j'ai enterré l'argent. Attends que je cherche, que je le trouve et que je te le rende ». Il est considéré comme négligent et il est tenu de payer immédiatement. Quiconque dépose quelque chose chez un particulier le fait en sachant que celui-ci peut en confier la garde à son épouse, à son fils, à ses fils et aux membres majeurs de sa maisonnée. Mais si le dépositaire confie la chose déposée à ses fils ou aux membres mineurs de sa maisonnée ou à ses esclaves, qu'ils soient majeurs ou mineurs, ou l'un de ses proches parents qui ne réside pas avec lui à la maison et ne dépend pas de sa table, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à sa charge, et inutile de mentionner si le dépositaire confie la chose déposée à une autre personne et qu'elle soit perdue, il est tenu pour négligent et doit payer à moins que le second gardien, celui qui s'est vu confier la chose, n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas été négligent, comme nous l'avons expliqué. Une fois, un homme mit en dépôt des pièces d'argent chez un autre et le gardien les donna à sa mère, qui les cacha sans toutefois les enfuir, et elle fut volée. Les sages statuèrent, le gardien n'est pas tenu de payer parce qu'il les a données à sa mère, car quiconque fait un dépôt sait que le dépositaire est susceptible d'en confier la garde à ses enfants et aux membres de sa maisonnée. Et bien que le dépositaire n'ait pas dit à sa mère ces pièces sont un dépôt, il peut dire elles y prêtaient d'autant plus attention qu'elle croyait que cet argent était le mien. Et de même, la mère n'est pas tenue de payer car son fils ne lui a pas dit que c'était un dépôt, les sages dirent. Le gardien dépositaire doit prêter serment que ce sont bien les pièces déposées chez lui qu'il a confiées à sa mère, et la mère doit prêter serment qu'elle les a cachées et qu'elles ont été volées, et tous deux sont quittes. Il en est de même pour tout cas semblable. Tu en conclus donc que si un dépositaire confie la chose déposée à son épouse ou aux membres de sa maisonnée en les informant qu'il s'agit d'un dépôt et que ceux-ci ne la gardent pas comme un sied au gardien, ils sont tenus de payer au déposant, et le maître de maison est quitte. Car quiconque fait un dépôt, c'est que le dépositaire est susceptible d'en confier la garde à son épouse et à ses enfants. Une fois, un homme mit en dépôt du houblon chez quelqu'un et celui-ci possédait lui-même un tas de houblon à lui. Ce dernier dit à son domestique « Mets de ce houblon dans la bière ». Et le domestique mit dans la bière du houblon qu'il avait été déposé. Les sages dirent « Le domestique est quitte, car le maître de maison ne lui a pas dit « Mets de ce houblon-ci et ne mets pas de celui-là ». Le domestique pensait donc le maître de maison lui avait simplement indiqué l'endroit où était entreposé le houblon sans se soucier de savoir de quel tas il se servait. Et de même, le maître de maison est quitte puisqu'il a dit au domestique « mais de celui-ci, l'autre ». Par conséquent, il ne doit pas payer que le bénéfice de l'utilisation de ce houblon. Aussi, si la bière s'est aigrie, il n'est tenu à aucun paiement puisqu'il n'a tiré aucun bénéfice de l'utilisation du houblon, quel que soit le cas. Le gardien doit prêter serment que le fait s'est déroulé comme il le prétend. Et il en est de même pour tout cas semblable. Sefer Mishpatim, relatif au Commoda et au dépôt, chapitre 5. Celui qui a reçu en dépôt des pièces d'argent destinées aux pauvres ou au rachat des prisonniers qu'il a été négligent, c'est bien que les pièces ont été volées, est exempt de payer, car il est dit de Deutéronome 22:6, si un homme donne à son prochain de l'argent à garder et non à distribuer aux pauvres, et c'est de l'argent n'a pas de réclamant, même s'il a été assailli par des voleurs et qu'il ait pris l'initiative de se sauver de leurs mains avec l'argent destiné au rachat des prisonniers, il est exempt de payer. Il n'est pas de plus grand rachat des prisonniers que cela. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas où cet argent n'est pas destiné exclusivement aux pauvres d'un endroit défini ou au rachat de captifs définis, mais si l'argent est destiné à des pauvres ou à des prisonniers définis et leur est fixé cet argent à des réclamants, et le gardien doit payer s'il a été négligent ou doit prêter serment qu'il n'a pas été négligent comme tous les gardiens. Si de l'argent des ustensiles de valeur sont confiés en dépôt et que le dépositaire soit assailli par des voleurs et prenne les devants en leur donnant la chose déposée pour se sauver, la règle suivante est appliquée. S'il est supposé être riche, il est tenu de payer car on présume que c'est pour lui, c'est-à-dire que son propre argent, que les voleurs sont venus. Il s'est donc sauvé avec l'argent d'autrui. Et s'il n'est pas supposé être riche, on présume que les voleurs ne sont venus que pour la chose déposée et il les quitte. Il en est de même pour tout cas semblable. Si des ustensiles ou des fruits mis en dépôt ont été volés devant le dépositaire et que s'il avait crié, des gens seraient venus et les auraient sauvés. Étant donné qu'il n'a pas crié, il est considéré comme négligent, il est tenu de payer. Il en est de même pour tout cas semblable.
soit deux personnes qui mettent en dépôt chez un tiers l'un 100 dinars et l'autre 200. Chacun des deux déclare ensuite: c'est moi qui ai déposé les 200 dinars, et le gardien dit: j'ignore lequel a déposé 200 dinars. Dans ce cas, chacun d'eux doit prêter serment d'avoir déposé 200 dinars et perçoit ce montant conformément à la loi pour quiconque prête serment et perçoit ce qu'il réclame. Le gardien paye 200 dinars à chacun et perd ainsi 100 dinars de sa poche, car il a été négligent et aurait dû écrire le nom de chacun sur son porte-monnaie. C'est pourquoi, si les deux déposants ont apporté ensemble 300 dinars en un seul paquet, ils réclament leur dépôt, et que chacun dise: les 200 dinars sont à moi. Il donne à maner 100 dinars à chacun d'eux, et le reste, c'est-à-dire 100 dinars, reste auprès du dépositaire pour toujours ou jusqu'à ce que l'un admette la déclaration de l'autre. Car le dépositaire peut leur dire: voyant que vous ne vous méfiez pas l'un de l'autre et que vous aviez apporté l'argent en un seul paquet, je n'ai pas pris la peine de savoir, de toujours me souvenir de qui est le propriétaire des 100 dinars et qui est le propriétaire des 200 dinars. Et de même, s'ils ont déposé chez le tiers deux ustensiles, l'un grand, l'autre petit, et que chacun d'eux déclare ensuite: c'est moi le propriétaire du grand, et que le gardien affirme ignorer lequel en est le propriétaire, tous deux prêtent serment, et le dépositaire remet le grand ustensile à l'un d'eux et la contre-valeur du grand au second. Et il reste pour lui le petit. Mais s'ils les ont apportés ensemble en un seul paquet, le dépositaire donne le petit à l'un et la contre-valeur du petit au second. Et le reste de l'argent reste auprès de lui jusqu'à ce que l'un des déposants admette la réclamation de l'autre pour toujours. Et de même, si deux personnes réclament tous deux un dépôt à un autre, l'un déclarant: c'est moi le propriétaire de la chose déposée, et l'autre: c'est moi le propriétaire. Et que le dépositaire affirme: c'est l'un de vous, mais j'ignore lequel. Il paye aux deux. Et de même, dans le cas où deux personnes mettent en dépôt deux animaux chez un berger, si l'un des animaux meurt naturellement, mais que le berger ignore à qui il appartient, il doit payer aux deux, c'est-à-dire qu'il remet l'animal vivant à l'un et sa contre-valeur à l'autre. Cependant, si les déposants ont déposé leurs animaux dans son troupeau à son insu, bien qu'ayant obtenu son accord auparavant, le berger laisse l'animal restant entre eux et se retire. Et l'animal reste ainsi jusqu'à ce que l'un reconnaisse la réclamation de l'autre ou jusqu'à ce qu'ils acceptent de le partager. Celui qui reçoit en dépôt des produits ne doit pas les mélanger avec ses propres produits. S'il a transgressé et les a mélangés, il doit calculer la quantité de produits qui lui a été confiée, considérer la perte totale subie par les produits et calculer proportionnellement la perte subie par les produits en dépôt. Il restituera la quantité correspondante après avoir prêté serment. Si le dépositaire s'est servi d'une partie des produits, mais ignore la quantité de produits dont il s'est servi, il déduit alors de la restitution la perte qui se produit généralement pour le type de produit en question. Pour le blé et le riz pelé, 4 caves et demi par corps. Pour l'orge et le millet, 9 caves par corps. Pour l'épeautre, les graines de lin dans l'écosse et le riz qui n'est pas pelé, 3 CA par corps. Il faut compter cette mesure pour chaque année. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si les produits ont été mesurés initialement à l'époque de l'engrangement et ont été restitués à l'époque de l'engrangement. Mais s'ils ont été mesurés initialement à l'époque de l'engrangement ou ont été restitués en hiver, le dépositaire ne déduit pas de pourcentage pour les pertes parce qu'il y a un surplus dû au gonflement des graines ayant absorbé l'humidité. Et de même, pour du vin mis en dépôt, le dépositaire retire un sixième, ce qui correspond à la quantité de vin absorbée par les parois des tonneaux, et pour de l'huile mise en dépôt, le dépositaire retire 3 logs d'huile pour 100 logs, 1 log et demi de marc et 1 log et demi d'huile absorbée par les parois des tonneaux. Toutefois, si l'huile est raffinée, il ne déduit pas un pourcentage pour le marc. Et de même, s'il s'agit de vieux contenants, il ne déduit pas un pourcentage pour l'absorption. Si les produits sont mis en dépôt sans avoir été mesurés, que le dépositaire les mélange avec ses propres produits sans les mesurer, il est tenu pour négligent. Par conséquent, si le déposant déclare: il y avait tant de produits, et que le dépositaire dise: je ne sais pas, ce dernier paiera sans que l'autre n'ait à prêter serment, car le dépositaire s'est astreint à un paiement mais ignore ce qu'il doit. Il est donc tenu de prêter serment, mais il n'a pas la possibilité de le faire. Telle est la directive qu'ont donnée mes maîtres, le Rav Yosef Alevi et son maître. Que leur souvenir soit une bénédiction. Et de même, quand un gardien qui est tenu de payer déclare: j'ignore le montant que je suis tenu de payer, et que le propriétaire affirme: je sais, tel est le prix de l'objet confié. Ce dernier perçoit son dû sans prêter serment, à condition qu'il réclame quelque chose que l'on peut estimer lui appartenir. Et le gardien peut proclamer une mise au banc à l'encontre de qui lui a pris plus que ce qui est dû. Et d'où sait-on que telle est la loi? Réfléchis.
soit un cas où le déposant a déposé une bourse remplie de pièces d'or chez le dépositaire et ce dernier a été négligent. Le propriétaire déclare: il y avait 200 dinars d'or. Et le gardien affirme, bien entendu, qu'il y avait des dinars, mais j'ignore combien. C'est donc comme si le déposant réclamait 200 dinars et l'autre émettait une partie de la réclamation en disant: concernant le reste, je l'ignore, car ou il est passible de prêter serment, mais dans l'impossibilité de jurer. Il doit donc payer comme il sera expliqué. Soit le cas suivant, un père décède en laissant en héritage un sac fermé. Le fils héritier le met en dépôt chez un notaire sous-huissier négligent et de ce fait, le père le fait voler. Le déposant affirme: j'ignore ce qui avait été à l'intérieur, peut-être y avait-il des perles. Et de même, le dépositaire déclare: j'ignore combien je dois payer, peut-être le sac était-il rempli de morceaux de verre. Je dis que la stricte loi dans le cas d'une telle réclamation veut que le gardien prête serment par ordre rabbinique que la chose déposée n'est pas en sa possession et inclut dans son serment qu'il ne sait pas avec certitude qu'elle valait plus que tel prix et qu'il paye ce qu'il admet devoir. Et de même, pour tout cas semblable, une fois une personne mis en dépôt à un sac fermé chez un autre et celui-ci fut négligent. Le déposant dit: il y avait des bijoux en or et des perles et des objets similaires. Le dépositaire dit: je ne sais pas, peut-être y avait-il de la ferraille ou du sable. Les sages statuèrent que le déposant prête serment et perçoive ce qu'il réclame, à condition qu'il réclame quelque chose que l'on peut estimer lui appartenir ou que l'on peut estimer avoir été mis en dépôt chez lui. Et pourquoi le déposant prête-t-il serment dans ce cas? Parce que le gardien n'est pas tenu de prêter serment, contrairement au cas du paragraphe précédent. Car même s'il disait: je suis certain que le sac était rempli de ferraille, et que le déposant affirma: il y avait des perles, le gardien aurait prêté un serment d'incitation et aurait été quitte, comme dans le cas où l'un réclame du blé et l'autre connaît lui devoir de l'orge. Il en est de même pour tout cas semblable, et dans les lois relatives aux réclamations, les principes fondamentaux qui sous-entendent ces lois seront expliqués. Amen.